Ok, c'est parti. Eh bien, je vous remercie d'être venus, finalement, si nombreux ce soir. Donc, on va animer avec toute l'équipe la réunion pour 4 Comblain, dernière réunion de campagne. Alors, je ne vais pas le faire tout seul au micro. Donc, Ludivine va m'accompagner tout au long de la soirée. Et puis, les choses vont s'enchaîner. On va essayer de faire quelque chose qui nous ressemble, c'est-à-dire quelque chose d'interactif. Donc, certes, nous allons parler de notre programme, j'espère que vous allez lui abandonner, mais surtout, nous allons essayer de vous donner au maximum la parole. Donc, si on peut lancer. Bonsoir à tous, bienvenue parmi nous. Donc, ce soir, nous allons vous proposer une soirée articulée en 5 séquences. Alors, un travail pas évident, puisque la vie n'est pas séquencée, les programmes le sont. Donc, au cours de chacune de ces séquences, on va vous proposer des témoignages vivants et des témoignages vidéo. On vous parlera également, bien sûr, des principaux points du programme. Et surtout, un temps vous sera offert pour nous poser vos questions sur le programme. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on peut démarrer. Oui, donc ce sera un temps pour les 5 sujets. Donc, ce sera toujours la même séquence. Eh bien, on va commencer par un petit voyage, on va faire des petits films. Et là, c'est un petit film, un petit voyage, parce qu'on n'a pas pu être tous là ce soir. Donc, Guillaume. Bonjour, n'étant pas présent à la réunion, je vous envoie ce court message vidéo de Nanjing, en Chine. J'ai été invité par l'Académie des sciences chinoises, ce qui explique mon absence pour quelques semaines de Pulang. Vous m'avez peut-être connu par le biais d'une pétition que j'ai lancée contre la limitation du nombre de passages en déchetterie. Nous avons 5 élus à la CCPI. Lors du vote des taxes, soit ils se sont abstenus, soit ils ont voté en faveur de la nouvelle taxe. Grâce aux 1500 signatures de la pétition, j'ai obtenu que pour l'année 2025, les 400 foyers qui étaient en dépassement sur la communauté de communes ne paient pas la nouvelle taxe. Bien évidemment, cette taxe continuera à s'appliquer en 2026 et les années qui suivent. Je vous souhaite une bonne fin de réunion et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, Bruno Colistier est un exemple parfait pour nous de ce que c'est qu'un engagement citoyen. Et donc, il est à l'origine d'un certain nombre d'idées. Et ce soir, donc, un petit groupe va nous expliquer ce qui, dans la partie citoyenneté de notre programme, eh bien, les motive à être là ce soir et à défendre les choses devant vous. Donc, je vous invite à les écouter, s'ils veulent bien venir. Qui veut nous rejoindre? Les citoyens. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Guy Journin et je suis du quartier du Trébeur. Ce soir, je suis là, c'est pour, avec Cap-Gonvin, vous faire une proposition qui, je pense, fera cause commune avec tout le monde. Alors, j'aimerais que les Plougonginois soient informés de ce qui se passe dans la commune, ce qui n'est pas souvent le cas, afin de pouvoir participer à l'amélioration de leur quotidien. Le cahier de doléances est un outil de transparence qui permettra cela. Donc, dans ce cas-là, je vais laisser la parole à mes collègues. Merci. Bonsoir, je suis Sylvie et j'habite rue de la Paix. Pour illustrer l'utilité de nos cahiers de doléances, j'ai choisi l'exemple de Lisa, soignante à la maison de retraite des Mouettes et qui rencontre depuis longtemps des difficultés à accompagner les résidents jusqu'à la plage. En fauteuil roulant, c'est un parcours du combattant alors qu'il suffirait de combler quelques trous, aplanir le tapis devant le centre nautique, installer des bancs supplémentaires. Des travaux peu coûteux qui faciliteraient le quotidien de nos aînés et des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Alors, depuis le début de nos travaux, tous ensemble, alors je me présente d'abord, je m'appelle Hélène et j'habite rue Gourmelin. Donc, depuis tous nos travaux ensemble, avec toute l'équipe, depuis l'année dernière, nous avons souhaité initier un conseil des sages. Alors, c'est un conseil qui pourra donner son avis sur certains sujets
et aider à certains débats. Il sera constitué de personnes qui ont de l'expérience, des expertises particulières qu'ils pourront mettre à profit sur les sujets qui nous concerneront. Ce sera donc le conseil municipal qui choisira donc ces personnes, toutes les bonnes volontés, enfin tous les gens qui auront envie de se présenter dans ce conseil pourront le faire, et on choisira donc les candidatures. Alors avant, on aura un petit besoin, c'est de définir le mot sage. Donc je ne sais pas si être sage, c'est juste être ancien, ou si un jeune peut être également sage. Donc ça, on le verra. Mais en fait, ce qu'on demande, c'est justement un appui sur les décisions. Et c'est tout un avis consultatif. Voilà. Donc ça, c'était un des projets aussi pour plus de citoyenneté participative. Déguémermat dehors. Donc je suis Dany, secteur de Berthaud. Et justement, je fais appel à une petite vidéo là-haut en régie pour vous montrer justement tout l'intérêt du fameux cahier des doléances. Nous sommes rue de Poulisan, le long du sentier côtier. Et ce panneau est à terre depuis plusieurs semaines. Les riverains l'ont signalé aussitôt à la mairie, mais il n'est toujours pas repositionné. Pour être réactif et répondre dans les meilleurs délais à ce type de petits problèmes du quotidien, Cap-Plougonvelin souhaite mettre en place un cahier de doléances qui sera accessible sur le site de la mairie. Pour chaque demande, une case sera prévue pour la réponse de la municipalité. Elle sera visible par tous. Alors cap ou pas cap? Alors sur le volet citoyenneté, le cahier de doléances, c'est un des outils qui nous semble important, mais ce n'est pas le seul. Donc je ne vais pas tout passer en détail en revue, mais je vais quand même lister un certain nombre de propositions que nous avons donc sur le volet citoyenneté, juste avant qu'on vous donne pour la première fois la soirée la parole et voir si vous avez des réactions et des questions sur ce volet. Donc le cahier de doléances est une proposition que nous faisons. Nous proposons aussi de remettre à l'ordre du jour les référents de quartier qui ont dans le passé existé, qui ont eu leur utilité mais qui depuis ont disparu. Nous nous proposons sur les très gros sujets où il faut, pour les très gros sujets structurants où il faut décider sur quelque chose qui est assez compliqué et qui nécessite d'avoir un maximum d'adhésion derrière, enfin, ou du moins un oui ou un non fort, de mettre en place chaque fois qu'il le faudra des référendums locaux, en sachant que chaque fois qu'il le faudra, ce sera 1 ou 2 fois dans un mandat. On ne va pas faire ça toutes les semaines. Pour pouvoir lancer les choses, il nous semble important d'avoir un adjoint à la citoyenneté, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à structurer. On imagine, on s'attend à beaucoup de demandes aussi dans un premier temps, donc il va falloir les absorber à temps et les traiter. Donc le Conseil des sages, on vient d'en parler. On souhaite aussi faire évoluer le Conseil des jeunes. Alors on garderait le Conseil des jeunes actuel, qui est plutôt pour les plus petits, mais on souhaite aussi favoriser en fait l'accès à la citoyenneté dès l'âge préadulte. C'est-à-dire que nos adolescents, ils vont un jour devenir des citoyens, mais la citoyenneté, ça s'apprend. Et donc on souhaite les accompagner à travers ce nouveau Conseil jeune. Ce sera sa mission avec un certain nombre d'outils derrière. Pour ce qui est des commissions municipales qui aujourd'hui travaillent assez entre les élus, on souhaite à chaque fois que cela aura un sens d'inviter les associations. Voilà, s'il y a un thème fort, un sujet à traiter par cette commission qui concerne 1 ou 2 associations, eh bien on invitera ces associations à venir écouter quel était le projet en amont, et faire des propositions éventuellement. On souhaite aussi assurer notre support aux fêtes de quartier, parce que c'est bien qu'il y en ait, mais c'est bien aussi que la mairie fasse vivre les quartiers. On souhaite améliorer le bulletin municipal. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Je pense que avoir à nouveau ce qu'ils faisaient dans le passé, des articles des adjoints sur les projets qu'ils vont faire, ça c'est pas important. De même, on a des conseils des sages, on souhaite les mettre en place. Ce serait bien aussi de leur donner la voix
la place dans ce bulletin municipal. Et enfin, un dernier élément, un élément pour lequel je me suis battu pendant mon mandat, c'est nous souhaitons retransmettre en direct les conseils municipaux et les retranscrire de façon automatique. Aujourd'hui, il y a des outils qui font ça. Alors, on vérifiera toujours la transcription, bien sûr, mais la transparence des conseils municipaux, ça me paraît un élément important. Donc voilà, en très résumé, plein de points. Maintenant, qu'en pensez-vous ? C'est à vous. Est-ce que vous avez des questions sur la citoyenneté ? En général, les premières questions sont les plus difficiles. Les micros se promènent dans la salle. Oui, c'est toujours la première la plus dure. On peut passer directement à la deuxième. Non. Les citoyens ne veulent pas prendre la parole. Alors peut-être une question sur le Conseil des sages. Comment va être constitué ce Conseil des sages ? Est-ce que les gens seront choisis, élus, au hasard, comme un jury populaire ? Alors la difficulté, comme tu l'as noté tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on définit ce qu'est un sage. Alors parfois, il y a des choses évidentes, c'est-à-dire qu'il y a dans la commune des personnes à qui on pense spontanément pour leur sagesse, pour ce qu'elles ont fait dans le passé. Nous avons une liste concurrente qui a repris l'idée, et pour eux, un sage, c'est forcément un ancien maire. Alors certains anciens maires apparaissent effectivement comme très sages. Maintenant, se limiter à ça, ça me semble un peu risqué, parce que certains anciens maires ne paraissent pas forcément très sages. Et puis surtout, quid du cas, par exemple, de Bertrand Audrin, qui sera ancien maire, mais qui sera aussi élu à Brest. Il n'est pas, dans ce cas, raisonnable d'avoir un élu de Brest qui donne des avis sur la vie politique de Plougonvelin. Donc le critère de maire est à regarder, mais clairement, ce n'est pas le seul. En fait, un engagement associatif reconnu par tous, ça me paraît être aussi un critère. Si vous avez, je ne sais pas, une vie de philosophe, par exemple, ça peut entrer dans ce qu'on appelle les critères de la sagesse. Si vous avez une vie d'entrepreneur, pareil, riche, ça le fait aussi. Donc la notion de sagesse, c'est plutôt quelque chose que l'on reconnaît chez les gens, plutôt qu'un ensemble de critères. Et l'important, c'est qu'on ait des personnes de bonne volonté, qui ont une vraie réflexion sur les sujets de la commune, mais qui ne sont pas intéressés à telle ou telle orientation du sujet de la commune. En tout cas, le Conseil des sages, on ne l'a pas inventé, c'est quelque chose qui a été créé il y a pas mal des années en Centre-Bretagne par quelqu'un qui s'appelle Kofi Niamiam. Ça a fonctionné, l'association. Il existe une association qui existe toujours. Je crois que dans une période comme la nôtre, qui est pleine d'incertitudes, pleine de doutes, une telle assemblée nous serait très utile, et puis ça permet aussi dans certains cas d'apaiser les tensions. Merci. Voilà. On avait prévu aussi un buzzer, je ne sais pas si Guillaume, tu as oublié de le déclencher, je ne sais pas combien de minutes on est. L'idée, c'est à chaque fois on a à peu près un quart d'heure, donc les vidéos, les interventions de nos colistiers, et une dizaine de minutes qui vous est donnée pour avoir la parole. Donc, pour les prochains sujets, pensez bien à quelles questions vous auriez envie de poser. Sinon, ça va être un dialogue entre nous. Moi, j'en ai une à propos des jeunes. Les jeunes. Après les sages, les jeunes. Les investir, vous avez parlé un peu communication, de leur laisser un petit peu un domaine dans lequel ils pourraient, même dans le bulletin, participer et nous écrire des choses. Effectivement. Alors déjà, l'idée d'inclure les jeunes, ça je crois qu'on peut tous l'avoir, mais la question qu'on se pose juste après, c'est comment est-ce qu'on va faire pour les faire venir ? Il y a des trucs qu'ils aiment bien faire, donc autour de leur smartphone en général, c'est visionner des choses sur YouTube par exemple, donc faire de la communication. Et bien plutôt que de les visionner, l'idée serait de leur dire, on va vous donner, la mairie, les moyens YouTube, c'est pas très compliqué, de faire des films, et on vous demande simplement d'aller voir dans la commune ce qui se passe, et de nous raconter ce qui vous intéresse de la commune. Alors ça peut être ce qui les intéresse de leur vie d'ado. Voilà, si le skatepark, ils jugent qu'il est tout pourri, ils nous le disent.
Mais on espère qu'ils vont se prendre au jeu et qu'ils iront beaucoup plus loin dans cette mission de communication. Et l'idée, c'est une façon pour nous hein, de leur donner des actions citoyennes, informer, ça fait partie de la citoyenneté, sur leur vie quotidienne, et de façon ainsi à leur apprendre que la citoyenneté, c'est pas simplement un truc embêtant, on parle de politique une fois tous les 6 ans, et puis qu'on n'y comprend rien, et puis qu'on n'a pas envie. Non, c'est des choses au quotidien. Parce que, voilà, on a des jeunes, on a besoin de les occuper, on a besoin aussi de citoyens, mais il faut former les citoyens. On n'est pas citoyen, voilà, il y a des gens qui arrivent à 80 ans qui n'ont jamais été citoyens parce qu'ils ne se sont jamais sentis investis et reconnus comme tels. Et donc si, dès le départ, nos jeunes, on ne les aide pas à être citoyens, comment voulez-vous qu'ils le deviennent? Et la communication moderne, par les médias YouTube ou autres, ou demain ce sera peut-être autre chose, hein, peu importe, mais c'est pas très coûteux, ça nécessite un peu d'encadrement pour qu'ils ne racontent pas quand même n'importe quoi, et je pense que ça peut les intéresser. Voilà, c'est cette mission de communication sur la vie de la commune, sur vos vies à vous, qu'on souhaite leur confier. Bon, on va enchaîner alors. Vraiment pas de questions sur la citoyenneté. Vérifie les 10 secondes réglementaires. Est-ce que vous avez une question? Non. Ah si. Ah, bravo. Bonsoir. Juste pour savoir sur les conseils des sages et conseils des jeunes, est-ce que leur durée de mandat serait la même que pour l'équipe municipale ou est-ce qu'il y aurait une réélection en cours de mandat? Alors, je crois que tout est à définir parce que tout est à créer. L'idée de créer un conseil des jeunes, des sages, en soi est intéressante. Après, j'espère qu'ils seront suffisamment sages pour établir eux-mêmes les bonnes règles de fonctionnement. On en donne de départ. S'ils jugent qu'un conseil des sages, ça doit être toujours à cheval sur 2 mandats, c'est entendable, on l'entendra. Si le conseil des sages doit être synchrone avec un mandat électoral, pareil. Le conseil des jeunes, là, ce sera sans doute plus encadré. Je pense que ce sera le même que la durée d'un mandat. Parce que ça dépend. Enfin, nous, on souhaite le faire, mais peut-être qu'une autre municipalité ne souhaiterait pas la faire. Par contre, vraiment, le Conseil des sages, j'espère qu'au-delà de ce mandat, il pourra perdurer. Voilà. Donc, le Conseil des sages est amené à redéfinir les règles de ce propre conseil. Le Conseil des jeunes, il accompagnerait le Conseil municipal normal. Ça me paraît... Mais c'est pas un conseil politisé, hein, si c'est ça la question en filigrane. Peut-être pour compléter, le conseil des jeunes, lui, connaîtra forcément un renouvellement régulier, puisqu'à un moment, le jeune devient un adulte. Ouais. Et de fait, n'a plus l'âge requis pour être au conseil des jeunes, et donc pourra laisser sa place à de plus petits que lui. Et en plus, les jeunes ont des ruptures assez fortes, hein, c'est-à-dire que s'ils vont jusqu'au lycée, une fois partis du lycée, ils vont ailleurs, ils seront plus sur Ploumblin, par exemple, donc moins disponibles. Donc il y a un rythme à s'adapter. Voilà, le conseil des jeunes peut aussi intégrer et voir partir des membres en cours de route. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus informel au niveau du fonctionnement. Merci. Alors. Toujours pas de 2 heures. Toujours pas de questions. Enfin, pas de nouvelles questions, excusez-moi. Moi, je vous propose qu'on passe donc à notre thématique suivante, effectivement, l'environnement. On a droit à une petite vidéo, normalement. Nous sommes ici au Stang, en bas en fait du Stang, puisqu'il y a 2 ruisseaux qui descendent de la colline. Cette zone a été renaturée il y a quelques années et elle sert aujourd'hui beaucoup de zones de débordement en cas de forte pluie. C'est une zone naturelle donc très agréable. Notre volonté est en fait d'augmenter la capacité de cette zone à ralentir les inondations, comme ce qu'on a pu voir il y a quelques semaines, et à accumuler éventuellement plus d'eau. Nous souhaitons aussi améliorer la biodiversité en plantant plus d'espèces, là aussi avec le même objectif, hein, de pomper plus d'eau, de ralentir l'eau qui descend.
Et aussi, dernière chose intéressante, c'est que ce soit beaucoup plus agréable que ça n'est encore aujourd'hui pour les balades familiales en plein cœur de notre commune. Alors, cap ou pas cap? Alors, cap ou pas cap de venir parler d'environnement au micro? Au milieu, mais comme vous voulez. On change. Bon, alors, vous me connaissez déjà, Hélène, qui habite rue Gourmelin, je n'ai pas changé depuis tout à l'heure. Donc moi, je suis quelqu'un de très, très sensible à la protection de notre environnement et à la préservation du cadre de vie, enfin, du cadre exceptionnel dans lequel nous vivons. J'espère, je souhaite que notre équipe, si nous sommes élus évidemment, œuvre durant ce mandat à sanctuariser les terres agricoles et les zones naturelles en limitant les constructions aux emplacements libres des zones déjà urbanisées. On connaît le problème d'une urbanisation et d'un bétonnage massif, notamment sur les bassins versants du Trésir et qui ont amené ce que certains ont vécu de manière douloureuse, c'est-à-dire des inondations parce que l'eau ruisselle et ne peut plus pénétrer. Donc voilà, c'est désimperméabiliser, construire là où c'est déjà construit et préserver tout ce qui peut l'être. Comme Hélène, je suis attachée à protéger notre environnement et sa biodiversité. En effet, chaque jour, des espèces disparaissent à cause de l'activité humaine. Protéger la biodiversité demande donc des actions à la fois individuelles et locales. Il faut préserver les habitats, développer des zones protégées, ne pas polluer, gérer les espèces invasives et le changement climatique. Il faut aussi favoriser une agriculture bio ou raisonnée. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité pour préserver la vie et garantir l'avenir de nos enfants. Bonsoir, je suis Christian, j'habite le quartier de Kerjérôme. Ce qui m'intéresse, ce sont les politiques territoriales pour accompagner le changement climatique, pour s'adapter au changement climatique. L'actualité récente, avec les inondations de mi-janvier, nous ont rappelé l'urgence de ces sujets. Alors on connaît bien les objectifs à poursuivre si on veut traiter ce genre de problème. Il s'agit d'arrêter l'imperméabilisation des sols et il s'agit d'en finir avec l'artificialisation des rivières et des cours d'eau. Donc pour mener à bien ce genre de sujet, je suis convaincu qu'une démarche citoyenne et participative est la meilleure voie pour trouver et mettre en œuvre des solutions efficaces et pérennes. Merci. Alors si je fais une synthèse de toutes les propositions sur l'environnement, donc on vous a parlé du Stang, qui est à la fois un très beau projet écologique, mais aussi l'idée de créer une vraie zone encore plus agréable qu'aujourd'hui pour la qualité de vie, se balader dedans. On a d'autres projets de ce type-là. Alors il y avait l'idée derrière la mairie de faire un square, là où il y a un petit terrain qui dort tranquillement. Donc là, c'est une zone qui pourrait être réhabilitée et qui permettrait non seulement d'avoir un lieu agréable du point de vue écologique, mais aussi d'avoir un lieu pour les enfants, un lieu de pique-nique, ce qui bénéficierait, à mon avis, tout à fait à la vie du bourg lui-même. Après tout, si on fait du pique-nique là, c'est qu'on a été avant chez Peggy acheter ses fruits et légumes, ou chez La Hotte acheter un croissant pour les enfants. Donc là, il y a l'idée de tout faire marcher en même temps. Il y a toujours du côté écologie la nécessité de planter de nouvelles espèces. Voilà, il faut accompagner le changement climatique. Il y a des espèces d'arbres, de plantes qui vont disparaître. Et il vaut mieux les réfléchir, les choisir et volontairement planter ce qu'il faut. Et puis il y a aussi l'idée de se débarrasser d'un certain nombre d'espèces. Alors, les herbes de pampa,
sont déjà une bonne cible. Il y a tous les ailes triquettes, c'est ça, qui sont partout sur nos talus. Alors c'est charmant, c'est tout blanc et ça envahit tout. Donc là, il faudra vraiment, même si c'est un combat qui est compliqué, vraiment se battre comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez vu pendant ce mandat arriver des ganivelles sur la plage. Ça, c'est une idée que j'avais suggérée au tout début du mandat dans l'opposition. Là, l'idée, en fait, c'est pas simplement de mettre des ganivelles, c'est pour se préparer à la montée des eaux et retarder autant que faire se peut, c'est de faire regrossir la dune. Et l'expérience qui a été faite montre que oui, on peut faire déjà croître une petite dune et il y a déjà des bénéfices dans le virage. Les services techniques interviennent moins qu'avant pour déblayer la route après une tempête. Donc l'idée est vraiment à prolonger au maximum et faire beaucoup plus d'efforts pour que cette fois-ci ce soit systématique, que le Trésir soit protégé par une petite dune. On n'a pas besoin de 10 mètres. Si on arrive à la faire grossir d'1 mètre sur une largeur de 3 mètres, ce serait déjà très bien pour protéger ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est une chose. Toujours pour la protection du littoral, cette fois-ci du côté du virage de Gourmelin qui m'inquiète beaucoup. Ce virage, il est menacé de disparaître tout simplement parce qu'il y a dessous un ruisseau qui ravine tout ce qu'il peut. Et puis en plus, c'est un endroit où la mer tape fort. Donc comment protéger ça? Alors il y a une façon, on coule des kilomètres de béton, ou alors on fait un pont, ou on peut tester autre chose. L'idée pour casser la houle serait de faire une piscine naturelle. Et là on aurait 2 avantages. On aurait cette piscine en pierre qui casse la houle et donc qui protège un peu le virage, et puis en plus qui donnerait un point d'attraction supplémentaire à ce coin de la plage qui n'est pas le plus fréquenté, mais qui pourrait le devenir. Voilà. Donc ça, c'est une idée à tester. Alors, ça va être compliqué à mettre en place parce que c'est le domaine maritime, donc on s'attend à devoir batailler, mais on est volontaire pour le faire. Et puis surtout derrière, et encore une fois, si on protège le virage, si la route ne saute pas, c'est notre vie de tous les jours qui serait grandement protégée. Sinon, on a mentionné le PLU. Alors le PLU pour les agriculteurs, mais aussi le PLU en haut de la colline. Si on laisse faire, à mon avis, d'ici la fin du prochain mandat, tout le haut de la colline sera urbanisé. Ce qui veut dire ce que vous avez connu il y a 2-3 semaines, en bas, en cas de forte pluie, ce sera pire après. Et ça fait aucun doute. Donc ça, je ne comprends même pas que ce ne soit pas déjà fait. J'ai demandé plusieurs fois qu'il y ait des changements de PLU là-dessus. On ne construit pas dans les zones où on sait qu'il y a des problèmes et on protège là où on peut les autres qui sont en dessous. Donc la modification du PLU est une décision administrative, ça prend du temps, là aussi il faut batailler, mais l'enjeu derrière c'est la vie des gens qui vivent en bas. Donc il faut se bouger. Quoi d'autre? Un dernier point peut-être, je crois que tout s'est passé. Ce serait bien qu'on produise une partie de notre énergie. Il y a à peu près 0 panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, un panneau photovoltaïque aujourd'hui, c'est pas compliqué, on sort 3 kW, si vous installez 3 kW chez vous, il n'y a même pas besoin de démarches administratives compliquées avec Enedis ou autre. Donc on s'engage à poser ces panneaux photovoltaïques, en particulier par exemple sur le futur gymnase qu'on va construire ou sur les bâtiments des services techniques qui sont en prévision. Il n'y a aucune raison qu'on n'y passe ça. Voilà, alors cette fois-ci, avez-vous des questions? Alors moi, je viens, j'ai pas besoin du micro, c'est à la votre porte. On vous entend très bien. Première chose, c'est le stang. Le stang, il faut se rappeler que c'est une zone humide. Ben oui. Donc, comme c'est une zone humide, c'est une zone qui est suivie par la route de l'eau. Donc c'est très réglementé. J'ai pas encore la voix qui va passer. Donc c'est une zone qui est suivie par la police de l'eau, qui est très réglementée, et faire des aménagements et des plantations n'est pas autorisé. On a simplement le droit à un fauchage par an pour la zone du stand. Donc première chose. Deuxième chose, il ne me semble pas avoir discuté avec toi des ganivelles sur la plage. Il me semble que c'est venu de notre groupe et de la CCPI. Je ne crois pas avoir entendu Cap Plouvelin
me suggérer de mettre des ganivelles et des zoyas. Bon, ça, c'est pas très grave. Les bâtiments publics, on a fait une étude pour mettre des panneaux photovoltaïques et malheureusement, ils sont mal exposés ou la toiture n'est pas dans le bon sens. Donc après, si tu veux tout changer les toitures, j'espère que les finances communales pourront suivre. Et il y avait un autre sujet, mais voilà que j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y avait encore Ça te reviendra. Je peux répondre en attendant. Alors sur les ganivelles, vous trouverez il y a 6 ans dans notre programme exactement cette proposition-là. Exactement. J'ai pas dû lire ton programme il y a 6 ans, il ne devait pas m'intéresser. Eh bien sans doute, mais c'est pas la peine de dire que c'était pas fait. Donc il y a 6 ans, c'était déjà notre proposition avec des exemples qui se sont faits partout sur Mais je ne pense pas avoir entendu une seule fois parler de ganivelle au conseil municipal. Je pourrais regarder les comptes rendus. Non, c'est pas forcément au conseil municipal, il suffit, vous lisez assez ce que je... En général, quand on discute, nous, c'est au conseil municipal parce que tu faisais pas partie de mes commissions. Voilà. Merci. Pour ce qui est des autorisations administratives, alors nous avons parfaitement conscience qu'il y a des difficultés. Sauf que là, maintenant, on en est à protéger la vie des gens. Et on ne veut pas détruire la zone, on veut l'améliorer. D'accord ? Donc on veut augmenter sa capacité à accumuler plus d'eau et surtout à la ralentir. Donc oui, à nouveau, il faudra se battre, mais oui, on le sait. Et puis pour l'exposition ou les structures de bâtiments, je ne vois pas pourquoi le futur bâtiment des services techniques, qui peut avoir toutes les expositions qu'on veut puisqu'il n'est pas construit dans un endroit où il y a de la place, n'aurait pas ces panneaux solaires. Et on n'a pas besoin d'être à 100% d'un panneau solaire pour en poser. Donc il y a, en tout cas, vous avez jugé que ce n'était pas pertinent, très bien, nous jugeons que c'est nécessaire. Voilà, c'est tout. Merci. D'autres questions sur d'autres points? Non. À la suite, alors. Passons à la suite. Notre troisième séquence, très importante pour une ville comme la nôtre qui a une histoire, ce sera la séquence culture et patrimoine. Nous sommes ici à l'arrière de l'espace Kennedy, dans un endroit inutilisé, car inutilisable en l'état, à cause des courants d'air. La liste Cap Plougonvelin pour projet d'y construire un lieu de convivialité pour tous, de type café-concert, avec bar et restauration. Ainsi, dans cette salle fermée en hiver et semi-ouverte au beau jour, pourront se produire sur scène des groupes musicaux, des musiciens, des rappeurs, des poètes, des conteurs, des danseurs, avec la possibilité de voir des petites pièces de théâtre, de l'improvisation théâtrale, du slam, du karaoké, des scènes ouvertes et toute forme de spectacle pour lesquels nous aurions de la demande. Nous ferions appel à un restaurateur prêt à nous suivre dans cette nouvelle aventure, ce qui pourrait aussi être un plus pour les congrès et autres manifestations de Kérodi. Alors cap ou pas cap ? Toujours Dany, toujours rue de Berthoum. Alors, nous prévoyons d'organiser une journée annuelle réunissant l'ensemble des bénévoles de toutes les associations de Plougonvelin. Nous voulons mettre les bénévoles en lumière, leur rendre hommage et les remercier pour le temps et l'énergie dont ils font don à la communauté. Une journée d'échange, de rencontres, de partage, de découverte de l'autre, qui pourrait inspirer de nouvelles synergies intra-associations. Cette journée se clôturerait par un repas offert par la mairie à tous les bénévoles, véritables forces vives de notre communauté de Plougonvelin, en signe de notre reconnaissance. Bonsoir, je m'appelle Henri Noël et j'habite dans le quartier Saint-Yves.
Bonsoir, je m'appelle Dominique et j'habite la rue du Mesmer. Bonsoir, je m'appelle Nicole Madec et j'habite la Pointe-Saint-Mathieu. Bonsoir, Rémi de Carnaët. Notre commune est une commune particulièrement riche. Riche en lieux et monuments historiques allant de la préhistoire au XXe siècle. Notre ambition est de mettre en valeur ce patrimoine tant dans sa présentation que dans l'entretien, voire de son adaptation à nos besoins. Nous aurons recours, pour cela, à toute forme de financement, y compris au mécénat. Merci. Merci beaucoup. Alors, pareil, je vais faire un petit résumé de toutes les propositions. Ça vous laissera le temps de réfléchir à d'éventuelles questions sur la culture et le patrimoine. Dans tout ce qu'on a en stock, alors il y a des projets sur Saint-Mathieu, tout à l'heure Nicole vous en a parlé, mais il y a aussi des projets sur le patrimoine, donc là aussi, hein, c'est des choses qui prendront du temps, mais si on pouvait enfin recouvrir la tour à feu, ce serait quelque chose de tout à fait intéressant, déjà pour la protéger, mais aussi pour se créer un espace à l'intérieur de la tour qui pourrait être réutilisé. Nous avons constaté dans tout ce qu'on a fait en études préalables qu'il y avait pas mal d'éléments documentaires dans des différentes associations qui pouvaient être ou qui étaient déjà parfois numérisés. Et qui dit numérisation, en fait, dit la possibilité de les consulter largement. Et notre idée, c'est de créer un musée numérique du patrimoine à Plougonlin, donc à partir des fonds documentaires des différentes associations qui souhaiteront nous les confier, enfin les confier à la commune. Eh bien, on les assemble, on les stocke et on donne les moyens de les rediffuser le plus largement possible, parce que c'est très bien qu'on ait ce fonds documentaire dans les associations, mais c'est encore mieux de pouvoir le partager le plus largement possible. Et donc là, le numérique, c'est l'outil de l'époque, donc on y va. Un peu dans la même idée, il y a quelque chose qui s'est fait d'ailleurs sur les Roises, qui est utilisable assez facilement, c'est l'utilisation de QR code sur site. C'est-à-dire que vous arrivez à un endroit, ok, on peut mettre les petites plaques qui expliquent, mais si on dispose donc de nos fonds documentaires qui sont riches, hein, ça peut être des récits, ça peut être des images, ça peut être des vidéos, et bien avec le smartphone, le QR code, on peut visualiser exactement ce qu'était cet endroit, mais préparé par le musée du numérique. Donc c'est apporter le musée du numérique à l'endroit où le promeneur est, voilà, tout simplement. Donc avec des QR codes in situ. On aiderait bien sûr toutes les associations patrimoniales qui travaillent dans ce sens, eh bien, à leur donner plus de moyens pour produire tous ces éléments. On a parlé tout à l'heure du théâtre des courants d'air actuels. Donc l'idée de créer cet espace de restauration et de convivialité en complément de Kérodi, ça nous paraît quelque chose d'important. Voilà, ce soir, si après la soirée, vous voulez faire quelque chose, ne pas rentrer tout de suite chez vous, vous n'avez pas trop le choix. Vous pouvez, dans certains cas, si vous aimez les cafés, y aller, mais les habitudes sont un petit peu différentes. L'habitude, quand on va voir un spectacle, et l'idée d'avoir un café-concert, c'est-à-dire une deuxième séance culturelle et puis conviviale, à côté de Kérodi, nous paraît un très très bon complément. Et en plus, ça marche très bien l'été aussi. Ça permet à nos visiteurs de l'été qui, le soir arrivant, se disent « qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» On comprend que les gens ont très envie de calme, mais voilà, il y en a d'autres qui ont envie de faire la fête. Pour l'instant, on a un peu de mal à faire la fête à Plougonlin le soir en été, pour venir à côté. Et puis, ça pourrait aussi, une dernière chose, prendre le relais du personnel de Kérodi, qui l'été doivent prendre des vacances, eux aussi. Et donc, on ferme les salles de spectacle à un moment où on en a aussi besoin sur un rythme un peu différent. Et donc, voilà, à nouveau, cet espace servirait à compléter l'offre de Kérodi, à l'enrichir
Et pour ce qui est des congrès, en fait, les congrès aujourd'hui, ils ont été, dans l'idée, Kérodi a été conçu pour en faire, mais ça marche pas très bien parce que le congrès lui-même c'est bien, mais il faut de la restauration et aujourd'hui l'offre de restauration n'est pas forcément très adaptée à ce qu'on a aujourd'hui. Bon voilà, ça c'est un des aspects importants de cet espace qu'on va faire derrière. Il y a l'idée de créer une semaine culturelle. Voilà. Bon, ça c'est pas très compliqué, c'est juste une volonté. On a des semaines foot à la Pentecôte, quelques jours de foot. Pourquoi n'aurait-on pas aussi des semaines culturelles à Plougonblin? Il y a l'idée de créer un office municipal d'animation. Alors, on a aujourd'hui un office du tourisme, mais qui est à la main de la CCPI, très bien. Mais la CCPI ne va pas organiser les événements entre les associations, et bon, peut-être qu'Érodi le ferait, ils le font, mais entre les différents acteurs, voilà, il y a un manque, il nous semble, de coordination, de promotion. Donc cet office aurait cet objectif-là. Et puis de faciliter aussi la promotion de toutes les associations, beaucoup plus qu'aujourd'hui, en développant beaucoup plus les canaux de communication de la mairie. Aujourd'hui, on a un petit papier, ok, mais aussi on a un site internet qui pourrait vraiment prendre de l'ampleur en termes de communication. Le site internet de la commune peut parfaitement être une vitrine culturelle de tout ce que font les associations, si elles le veulent. À chaque fois, on n'impose rien. Et puis éventuellement mutualiser des moyens techniques. Voilà. J'espère vous avoir donné le temps de réfléchir à d'éventuelles questions. Interrogation surprise. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la culture, oui, la culture inspire? Culture et patrimoine. Vous avez parlé je suis Antoine Bégoc du secteur des Trois Curés. Et donc vous avez parlé au niveau de culture et patrimoine d'aménager l'extérieur de Kérodi, mais vous n'avez pas parlé de la maison du gardien de Berthom qui a été rénovée il y a 12 ans et depuis ça n'a pas bougé. Et les intérieurs, si on ne fait rien, si cet espace n'est pas ouvert, ça va se dégrader très rapidement. Alors que les travaux qui ont été faits il y a 12 ans étaient exemplaires au niveau de la charpente et de la toiture. Alors, la maison du gardien, on l'a en tête, on a eu une proposition. L'idée, c'était aussi de faire un musée du patrimoine. Est-ce qu'on le fait, si on fait un musée, est-ce qu'on le fait là? Est-ce qu'on le fait à Saint-Mathieu? La maison du gardien, alors, elle est très sympa, là où elle est, très, très pittoresque. Mais il y a des choses à prendre en considération quand même. Aujourd'hui, en termes d'accessibilité pour les gens à mobilité réduite, c'est mort. Tout simplement, on ne pourrait pas y aller. En termes sanitaires, c'est un petit peu compliqué. Il y a des sanitaires sur la partie continent, mais il faut se déplacer. En termes électriques, je ne sais pas trop. Et surtout, aujourd'hui, elle est très largement utilisée, entre autres par l'association de Berthom. Alors, hors période estivale, ça ne poserait pas de problème. Mais j'ai un peu de mal à imaginer une cohabitation avec l'association de Berthom pendant la période estivale et autre chose, avec d'autres associations. Alors, ça peut se négocier, ça peut se discuter, mais là, je ne prendrai pas un engagement sans en discuter avec eux. Et honnêtement, si on se fâchait, si une municipalité se fâche avec l'association de Berthom, on perdrait une énorme animation sur le fort pendant tout l'été. Donc, à réfléchir sur le principe, je suis d'accord. En tout cas, valoriser cette maison des gardiens, oui, bien sûr. Mais après, du côté pratique et du côté cohabitation des différentes associations qui peuvent l'animer ou d'un service qui serait rendu par la commune, très grande prudence. Donc là je ne suis pas fermé à l'idée de mieux l'utiliser d'abord, mais j'éviterai de prendre une décision ce soir. Je ne sais pas si ça vous satisfait comme réponse, mais en tout cas c'est un beau bâtiment, et on voit, oui, que les murs tombent un peu en salpêtre, etc. La charpente est toujours en bon état, de ce que je revois, puisque je fais partie de l'association de Berthom, donc tous les étés je la fréquente. Mais voilà, il y a quand même quelques contraintes fortes sur ce bâtiment. Maintenant, ponctuellement, son utilisation pourrait mériter des choses. Oui.
D'autres questions? Culture, patrimoine. Je ne vois pas de main se lever après les 10 secondes réglementaires. Eh bien, passons à la suite. Eh bien, passons à la suite. Notre 4e séquence concerne le bien vivre à Plougonvelin. Comment soutenir la jeunesse et comment améliorer le quotidien des habitants. Nous sommes ici rue du Lannou. Cette route a été rénovée par la municipalité sortante. Elle est donc neuve et tout à fait praticable, mais elle souffre de 2 problèmes. Alors d'abord, c'est censé être une voie cyclable, sauf que dans la pratique, la moitié des cyclistes ne l'utilisent jamais, soit parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, soit parce qu'ils n'ont pas compris. Et l'autre problème, c'est qu'il s'avère qu'elle est accidentogène. On le voit d'ailleurs ici, si un poteau a disparu, c'était parce qu'il y a quelques jours, en fait, ce poteau était cassé. Face à ce constat, il nous semble important de faire évoluer les choses dans le bon sens. Si les chicanes sont un problème, nous pensons qu'il faut les supprimer, alors au moins une, potentiellement les 2. Le reste sera négocié avec la population. Je vais garder le micro. Donc, je garde le micro. Un city park, un endroit pour faire du roller, plus de cars, des navettes pour rejoindre le réseau Bibus, des chevaux et des licornes, un lieu ouvert et couvert pour que les jeunes puissent se retrouver, un terrain pour construire des cabanes, une rénovation du skatepark et une modification des rampes, un grand parc avec des jeux, des aires de pique-nique et des barbecues. Il s'agit de quelques-unes des réponses que des enfants de 3 à 18 ans m'ont apportées lorsque je leur ai demandé ce qu'on pourrait leur offrir dans leur commune. Comme vous avez pu l'entendre, nos enfants font des propositions concrètes, raisonnables, bon, les licornes, un peu moins, mais très riches. Ils ont des projets à défendre. J'ai décidé de rejoindre Cap Plougonvelin parce que je suis attachée, comme l'ensemble de mes colistiers, à l'idée que chaque citoyen, grand ou petit, puisse avoir la parole. Avec, on en a parlé tout à l'heure, un conseil municipal des jeunes élargi dans sa composition et dans ses missions, les enfants et les jeunes disposeront d'interlocuteurs dédiés, identifiés et à leur hauteur, pour les aider à construire et à porter des projets pour mieux vivre leur ville. Alors, on a encore tout un tas d'idées pour les jeunes et les moins jeunes. Par exemple, impliquer davantage les jeunes dans la vie de la commune par le biais de chantiers participatifs pour restaurer le patrimoine, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. L'implication dans ces chantiers pourrait être gratifiée par une aide pour passer le BAFA, pour passer le permis, ou encore pour les aider à la pratique d'un sport. Nous avons à Plougonvelin une maison des jeunes, depuis 2 ans je crois. Nous souhaitons l'ouvrir toute l'année, parce qu'elle fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, elle n'est ouverte que pendant les vacances scolaires. Donc ça permettrait à nos jeunes d'avoir des activités en dehors des associations et en dehors du temps scolaire. Une autre idée que nous souhaitons porter, c'est de pouvoir organiser sur la commune des stages de formation au premier secours, des stages d'utilisation des défibrillateurs qu'on a sur les bâtiments publics, et ça à destination des jeunes évidemment, mais aussi des moins jeunes, parce que tout le monde doit pouvoir intervenir dans les situations d'urgence. Du point de vue de la santé, nous avons également des projets. Par exemple, obtenir une assistance médicale légère sous la forme d'un véhicule équipé, une sorte de poste de secours mobile avec tout l'équipement à l'intérieur et qui pourrait intervenir sur n'importe quel point de la commune très rapidement. Voilà en quelques mots quelques-uns de nos projets pour le bien vivre dans notre commune. Alors je vais reprendre 2-3 petits points complémentaires, alors, pas les licornes, je suis désolé.
Un des problèmes, Faisons un effort. un des problèmes assez récurrents des jeunes, j'ai eu le même cas avec mes filles, c'est leur difficulté de transport. Alors il y a une partie, on peut essayer de faire pression sur la société de transport, mais on a peu de moyens. Les bus qui vont à Brest ne sont pas toujours très ponctuels quand ils sont là, donc ce qui les embête bien. Et nos jeunes, souvent, enfin moi, j'en prends assez régulièrement, ils font du stop pour aller à Brest. Une façon éventuellement d'améliorer ça, alors c'est aussi en lien avec le PLU, avec l'urbanisme. Dans un de nos projets, c'est de créer à l'extérieur de la commune des parkings, en fait. Alors ça, c'est l'idée de départ, c'était pour gérer le trop plein de voitures l'été. Donc les touristes qui viennent juste pour une journée se garer à l'extérieur, on fait une navette à l'intérieur. Mais ces parkings pourraient aussi servir de point de connexion multimodale. C'est-à-dire nos jeunes qui ont besoin d'aller à Brest, qui ne peuvent pas prendre le bus parce qu'il n'est pas passé, ils pourraient aller en vélo parce que on investit dans les pistes cyclables pour y aller en sécurité, laisser leur vélo sur le parking et prendre là une voiture qui part vers Brest parce que c'est aussi une aire de covoiturage et que toutes les différents moyens de transport dont on dispose seraient disponibles là. Donc c'est une façon à la fois d'améliorer la circulation en été, de nous soulager d'un trop-plein de voitures, de rendre plus agréable la vie estivale, mais aussi de faciliter les transports sur Brest en concentrant en un ou deux points d'interconnexion à l'extérieur de la ville. Donc les parkings, là aussi, c'est pas une idée radicalement révolutionnaire. Il y en a déjà au Conquet. Alors eux, c'est plutôt pour gérer les allées et venues au port, mais dans beaucoup de communes littorales, ce sont des choses qui se font, et j'ai cru comprendre que c'était une piste de réflexion aussi pour la CCPI. Donc on veut vraiment s'inscrire dans ce schéma-là, et ça aidera nos jeunes à aller à Brest. Alors là, ils prendront leur vélo, ils iront au parking, ils pouvaient plutôt que de faire du stop. Voilà, ça améliorera le covoiturage. Ça, c'est une chose importante. Sinon, il y avait aussi le volet sécurité qu'on a introduit un peu avec le LANU. Alors la sécurité, c'est au sens large. C'est aussi bien le sentiment d'insécurité qu'on peut ressentir parce que, voilà, il y a des moments dans la nuit où il n'y a plus de réverbère. Et c'est trop tôt et les gens se sentent pas en sécurité. Ou le matin, quand les enfants vont à l'école, c'est pas à nouveau, c'est pas éclairé, il y a un sentiment de danger. Donc ça, c'est une forme d'insécurité. Et ça, on la gérera par des détecteurs tout simplement. Les lampadaires, il y a les moyens de les allumer quand il y a quelqu'un qui passe. Et s'il y a quelqu'un qui passe, il est éclairé, ils sont en sécurité. Et de lampadaire en lampadaire, ça le suit et ça respecte les besoins écologiques et les besoins de sécurité. Ça, c'est une chose. Mais il y a d'autres aspects de la sécurité. Donc, le LANU, c'est un point accidentogène. Ça, c'est pas forcément très compliqué à décider de supprimer ces chicanes. Je l'avais suggéré en commission de travaux. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été suivi. Bon, peu importe. En tout cas, j'ai cru que c'était pas une idée c'était une idée qui intéressait pas mal de gens. Tous ceux, peut-être, qui le matin sont dans les bouchons à cet endroit-là. Quoi d'autre Oui, j'ai appris, pendant qu'on faisait les enquêtes pour ce programme, qu'à Berthaud, il y avait des gens qui, officiellement, étaient là et puis qui vendaient des produits totalement illicites. Donc ça, c'est insupportable. Il n'est pas acceptable qu'on ait, au vu et au su de tous, des gens qui vendent de la drogue. Non. Et donc là, c'est vraiment une volonté. Ça prendra le temps qu'il faudra, et il faudra peut-être employer pendant un certain temps plus de personnel, mais nous mettrons la pression sur ces gens pour qu'ils dégagent. Il n'y a pas de raison d'avoir ces gens-là qui font du trafic en plein jour. Ça, c'est inacceptable. Et c'est une volonté forte qu'on affiche. Donc pression sur la délinquance. Sinon, je pense que vous ressentez tous une certaine tension entre les gens. Voilà, on fréquente les mêmes lieux et dès qu'il y a un petit quelque chose, on est prompt à s'agacer, voire à s'engueuler inutilement. Parce que vous êtes en vélo et puis que je suis piéton, et puis que je suis piéton, donc je vous dis que vous n'êtes pas au bon endroit, et puis voilà. Donc il y a des conflits d'usage qu'il faut gérer. Voilà. Il faut retrouver le sens du dialogue. Il faut que nos policiers municipaux soient médiateurs pour ça. Il faut qu'ils interviennent le plus tôt possible dans les conflits de voisinage. Donc là, il y a
une démarche à faire pour apaiser les relations entre nous tous. Alors c'est pas spécifique à Plougonvelin, hein, c'est la société qui est devenue comme ça. Nous, voilà, le poil nous hérisse dès qu'il y a quelque chose qui, avec nos contemporains, frictionne un peu. On est dans une très belle commune, on a tout pour être apaisé. Donc il y a vraiment un travail et des choses à trouver pour qu'on arrive à nouveau à dialoguer de façon apaisée. Et quand il y a des problèmes, là aussi que la commune soit médiatrice pour apaiser les choses. Pas simplement envoyer la police, engueuler tout le monde, puis tout le monde rentre chez soi fâché et on recommence le lendemain. Alors c'est pas facile, c'est de l'humain, il n'y a pas de solution magique, mais il y a au moins à nouveau une volonté de notre part de renouer ce dialogue entre nous. Et qu'est-ce que j'avais encore oui, faire aussi un peu plus de prévention pour tout ce qui est sanitaire, santé, etc. Est-ce que vous avez sur ce sujet plus de questions que sur les autres? Est-ce que la jeunesse ou la sécurité vous inspire? Je vois des mains qui se lèvent. Très bien, je suis incollable sur les licornes. N'hésitez pas. Oui, bon, au niveau de la sécurité, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, j'avais assisté dans la salle de derrière là, à une réunion où ils faisaient appel à des référents parmi la population, faisait appel à des référents gendarmerie. Et j'avais été surpris que le policier municipal ne participait pas, n'était pas là ce jour-là pour la réunion. On demande au public d'être référent gendarmerie, alors que le professionnel de la commune n'est pas présent. Alors, quelle doit être la relation entre la gendarmerie et la police municipale? Pour moi, elle doit être fluide et continue. Ils doivent travailler vraiment ensemble, le maire dedans aussi. Alors, j'étais aussi à cette réunion-là. La démarche de la gendarmerie et de la préfecture, à l'époque, était un petit peu particulière. En fait, on va le dire comme ça, je pense qu'ils cherchaient surtout des indices. Voilà, c'était... pourquoi pas, ils ont besoin de renseignements sur le terrain, ça je peux le comprendre. Mais ça m'embête quand même un petit peu, quoi. Par contre, que des citoyens remontent spontanément des choses qui se passent dans le quartier sans qu'elles soient graves, ça me semble sain. Et ça peut être le rôle aussi des référents de quartier. Si on a dans un quartier des mômes un peu turbulents qui nécessiteraient d'être cadrés, ou plutôt que les parents aient besoin d'être aidés pour les cadrer, hein, c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe, si on a des parents en difficulté, l'intérêt serait que la commune puisse intervenir de façon discrète pour aider et puis pour que ces enfants ne dérivent pas vers la délinquance. On a eu des cas dans le passé comme ça. Enfin, j'ai vu des jeunes qui étaient avec mes filles, on sentait qu'ils étaient difficiles et ils n'ont jamais pu être récupérés à temps. Et ça, c'est dramatique. Dramatique parce que ça nous casse les pieds aujourd'hui assez régulièrement, mais dramatique aussi pour ces jeunes qui peut-être auraient dû être aidés beaucoup plus tôt. Donc moi je vois plutôt les gens de terrain qui remontent des informations, non pas pour être indiques de la police, je comprends qu'ils aient besoin, enfin de la gendarmerie, qu'ils aient besoin d'informations, ok, bon, ça se fait discrètement, chaque citoyen prend sa responsabilité là, mais nous, on est quand même plus dans la démarche d'encadrement, d'aide sociale, de prévention. C'est plutôt ça qui... Voilà, le rôle de la mairie me semble d'abord être là, et plutôt que d'être auxiliaire de policiers. On a des policiers très municipaux, très bien. Alors, il va falloir, si j'ai bien compris, en retrouver un deuxième, parce qu'il y en a qui semblent être partis, un démissionnaire en tout cas. Donc, je suis pour en avoir 2. C'est bien pour une commune comme nous. Alors, c'est peut-être beaucoup l'hiver, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant l'été, c'est pour ça qu'il faut des renforts l'été. C'était plutôt la démarche aujourd'hui, que ça on veut la faire perdurer. Donc nos policiers municipaux doivent travailler en bonne intelligence avec la gendarmerie, ils doivent aussi travailler en bonne intelligence avec les autres policiers municipaux. Voilà, tout ça, ça doit être fluide, discret, efficace. Et la police ne doit pas être là que pour courir après les voleurs, sanctionner, elle doit aussi
prendre sa part de prévention. Voilà, je veux que nos policiers rassurent la population de leur présence. Et entre autres, je préfère les avoir dans la rue, sur la plage, plutôt qu'à regarder un écran vidéo pour savoir s'il se passe quelque chose dans le camp. Pour ça, l'un n'empêche pas l'autre, mais je préfère quand même des policiers présents. Oui, bien sûr. Alors moi, je m'étais proposé justement lors de la demande de la participation citoyenne pour le secteur de Berthaud, on était plusieurs, donc on m'avait dit que déjà il ne fallait pas se faire connaître de la population. Déjà j'avais trouvé ça un peu bizarre, enfin c'était comme ça. Ensuite, on devait faire des stages en gendarmerie pour avoir une ligne directe, parce que moi j'habite rue de Berthaud tout au bout, donc je suis la dernière maison à droite avant d'arriver à Berthaud. Je vois donc les rodéos en Audi ou en Mercedes la nuit qui font tous les ronds là sur le terrain privé qui est juste devant chez moi. Je vois aussi des fois des voitures qui arrivent, qui éteignent leurs phares, qui les rallument, qui les réteignent, enfin des choses bizarres. Je suis aussi, je promène mes chiens, alors je précise, avec un sac à crottes pour éviter les remarques d'hier soir. Voilà. Et des fois, je me retrouve avec mes 4 chiens face à une voiture qui descend sans interdit et qui, en plus, à la limite, se sent beaucoup plus forte que moi. Bon, il se trouve que je suis assez têtue et que je ne recule pas. Mais la police municipale m'a dit, vous vous mettez en danger, etc. Donc, des fois, je fais des photos, des fois, je fais des vidéos. Bref, voilà. Donc, j'essaye à mon petit niveau de rendre cette ville plus sécuritaire. Je me disais que c'était peut-être une bonne idée, en effet, d'avoir des référents par quartier. Mais pour avoir revu depuis 2 ou 3 fois le commandant de gendarmerie qui était là à la réunion d'origine, eh bien, il n'y a toujours rien eu. Voilà. Témoignage. D'autres éléments? Non. Oui, rue du Lanou. J'habite rue du Lanou, excusez-moi. Et je voudrais revenir effectivement sur ces chicanes. Pour habiter à 100 mètres de ces chicanes, je m'aperçois effectivement qu'elles ne servent absolument à rien. Et je dis même qu'elles sont extrêmement dangereuses, vu le comportement de certains conducteurs qui veulent forcer le passage. Je me suis retrouvé plusieurs fois nez à nez avec des gens qui roulent à 70 km/h. Bon, c'est ça. Je me suis fait doubler par une personne qui voulait passer absolument, elle s'est retrouvée nez à nez avec un camion qui remontait. Je m'étonne d'ailleurs, on dit que je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'accident plus grave. Je ne le souhaite pas. Alors, laissez les supprimer évidemment. Mais je crois qu'il faut aussi avoir une réflexion sur la vitesse dans cette rue. Devant chez moi, les gens passent, c'est pas difficile, mettez-vous à 50 km/h et vous allez être rattrapé par des gens qui vous collent et qui vous poussent. Donc il y a une vitesse excessive sur cette rue du Lanou. Voilà, je crois qu'il y a aussi une réflexion. Et est-ce que dans cette réflexion, on y associera les riverains, par exemple, de façon à ce qu'eux aussi peuvent dire un peu ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Parce que vraiment, moi je sais que pour sortir de chez moi, des fois j'attends. J'attends. Je suis patient. Une seule fois, il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour me laisser passer. Voilà. Oui, alors pour la réflexion avec les riverains, oui, alors par principe, parce que c'est notre façon de faire, mais en plus, si on supprime les chicanes, j'ai la question des places de stationnement. La plupart du temps, elles ne sont pas utiles, mais au minimum, on demande aux riverains si vraiment on supprime tout, c'est un gros problème, et s'ils veulent qu'on en garde une ou deux, où est-ce qu'on les met. Donc déjà là, il y a nécessairement une réflexion. Alors j'ai le même constat que vous en termes d'accélération au niveau des chicanes. En plus, c'est un phénomène connu, c'est-à-dire que les gens se sentent stressés. Ok, ça c'est le ding-ding. Se sentent stressés à l'arrivée de cette chicane et au lieu de s'arrêter, en fait, ils accélèrent. Donc c'est pas bon du tout. Alors ce que j'avais proposé lorsque j'avais suggéré en commission des travaux de la suppression, c'est d'inverser au niveau de la rue du Stade les stops. C'est-à-dire les stops seraient sur la rue du Lanou, ce qui ferait qu'au moins sur un tiers bas de la rue du Lanou, on serait obligé de s'arrêter. Voilà, ce ne serait pas une rampe de lancement. Alors ça reste quand même 2 tiers où on pourrait accélérer, mais ça réglerait le problème sur 1 tiers. Et en plus, c'est pas compliqué, ça ne gênerait pas la circulation.
parce que de toute façon, ceux qui viennent de la rue du Stade sont obligés de ralentir, sinon ils se prennent le mur, et les autres s'arrêteraient. Et les stops sont plutôt bien respectés, mieux que les priorités ou autres. Et reste sur le deuxième tiers, qu'est-ce qu'on peut mettre pour effectivement ralentir les gens? Apparemment, j'avais pensé vous savez, les peintures en trompe-l'œil. Bon, il y a des endroits où on a tenté ça. De mettre des petits canards en plastique ou en métal sur le trottoir. Voilà, c'est un point d'attention. Il faut essayer plusieurs choses. Mais en tout cas, clairement, aujourd'hui, cette rue, elle est statistiquement accidentogène. Et on le voit. Donc, il faut supprimer ça. Donc, sur le premier tiers, il y a l'histoire des stops, ça réglera le problème. Reste les deux tiers qui restent. En espérant pouvoir trouver une solution. En tout cas, ce sera toujours mieux qu'aujourd'hui. Voilà, j'ai entendu ding-ding. Voilà au moins un sujet, alors on va dépasser, tiens. 30 secondes, je veux dire que la vitesse, de toute façon, c'est pas que le problème du Lannou. Hein. Moi, j'habite le Gourmelin, je vois qu'il y a toute l'équipe du collectif Gourmelin présidé par Monsieur Fac, qui depuis des années essaye d'œuvrer pour changer certaines choses. Donc de toute façon, la vitesse, c'est un problème généralisé sur cette commune. C'est un circuit puisqu'on tourne, donc il y a des gens qui se croient sur un circuit de Formule 1. Et là, de toute façon, il y aura une réflexion générale, enfin on en avait parlé, c'est-à-dire avec vraiment, déjà des parkings extérieurs l'été, ok, et des navettes pour un peu fluidifier, et puis de faire un plan, de faire une expertise avec des gens dont c'est le métier, de la circulation en Plougonvelin. Alors déjà, en regardant les radars pédagogiques, quand on arrive à voir les chiffres, puisque nous, on nous les refuse depuis des millions d'années, donc déjà faire un état des lieux, c'est-à-dire il y a combien de voitures, elles passent à quelle heure, elles sont à quelle vitesse moyenne, dans quel sens, bon voilà. Si on fait ça sur déjà tous les axes, et qu'on nous donne les chiffres, et qu'on puisse les analyser avec des experts et voir comment on peut gérer ce problème de circulation globale à Plougonvelin, c'est déjà peut-être un premier pas. Voilà, c'était juste pour dire ça. Voilà. C'est vrai que le constat est partagé dans de nombreuses rues. Je représente rue de Berthaume. Rue de Berthaume, gros sujet, donc des voitures qui vont très vite, pas de trottoir, pas d'éclairage, des enfants qui ont très peur le matin quand ils vont prendre leur car ou quand ils vont à l'école. Alors nous, par contre, on a eu un radar pédagogique positionné dans le mauvais sens. C'est-à-dire, on arrivait, il mesurait les voitures qui arrivaient du stop, de devant la cabane à dos. Donc forcément, aucun problème, puisqu'il démarrait à zéro, comme convenu. Donc, oui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur la sécurité routière. Très bien. On va passer au dernier sujet. Tout à fait. L'économie. Après avoir interrogé les acteurs durant l'été 2025, il s'avère que l'économie locale de Plougonvelin ne donne pas tout son potentiel. Ne donne pas son potentiel au niveau des commerces et au niveau de l'activité maritime. Au niveau des commerces, nous souhaitons aider les commerçants en relançant l'association qui est en sommeil pour en faire un club à faire, qui travaille ensemble et qu'on soit à leur disposition, nous, municipalité, pour leur donner des moyens ou pour accélérer leur développement. Concernant ces commerçants, nous allons aussi relancer la communication digitale avec un site qui était en place au moment du Covid et qui est en sommeil. On va le dynamiser, le moderniser, le compléter, notamment avec les associations et les problématiques de santé. Ensuite, sur le littoral, on souhaite relancer les appels d'offres pour que les commerçants puissent vivre dignement avec en contrepartie des activités de vigie citoyenne, surtout dans la période estivale. On souhaite aussi, bien sûr, relancer l'investissement sur le littoral, notamment les travaux de cale, les travaux de réception des gens qui viennent nous voir par la mer, notamment durant la période d'été. Alors cap ou pas cap? Alors moi c'est Pierre, je suis résident à Berthaume. Et donc les sujets, ce sont l'économie et les finances. Alors en matière d'économie, vous avez vu, on a tourné la vidéo au Trésir pour évoquer le commerce, mais aussi le littoral. Il n'y aura pas que le Trésir, bien sûr, il y aura aussi le centre-bourg, mais pas uniquement non plus. On a des projets sur Saint-Mathieu et sur Berthaume. Et donc Nicole, que vous connaissez, va vous parler de Saint-Mathieu.
donc j'habite à Saint-Mathieu et j'aime Saint-Mathieu. Très beau site. Sur le menton. Absolument. Et ce site est remarquable et je trouve qu'il est un peu délaissé. Moi, ce que Saint-Mathieu, je le vois tous les jours et je voudrais qu'on en fasse un lieu vraiment de vie. Il a une vraie destinée culturelle, artistique et touristique. Alors moi, j'imagine des grands préaux construits dans le jardin des moines, que je pense que vous connaissez tous le jardin des moines, de grands préaux qui pourraient accueillir des marchés peut-être mensuels, des artistes, des artisans, des forgerons, enfin tous les métiers. Dans le petit jardin des moines, là j'imagine très bien un jardin des simples, les gens adorent ça, les jardins des simples. Et dans la petite rue Entrecéard, où j'habite, il y a 3 petites maisons qui seraient à rénover pour faire des ateliers d'artistes. Autre chose, j'aimerais bien qu'il y ait des bancs à Saint-Mathieu et tout le long du sentier côtier. Merci. Bonsoir, Adèle de Carnaët. Avec Ludovic qui n'a pas pu être là ce soir, nous on a travaillé sur les projets qu'on aimerait développer à Berthaume. Parce que l'économie locale, ça concerne aussi évidemment, dans une ville comme Plougonvelin, les activités balnéaires et liées au nautisme. Donc pour Berthaume, notre projet, ce serait de redynamiser cette zone, notamment en repensant déjà les conventions pour que les commerçants actuels puissent poursuivre leurs activités saisonnières dans des conditions financières décentes, ce qui n'est pas le cas encore actuellement, et en ouvrant aussi la possibilité à d'autres activités de s'installer. On aimerait entre autres retrouver une petite restauration au bord de la plage de Berthaume. Et pour développer donc le tourisme qui vient de la mer, l'idée ce serait de repenser et de moderniser les équipements publics maritimes, notamment la cale de carénage, qui peut être largement optimisée à plusieurs niveaux, que ce soit financièrement pour les usagers ou d'un point de vue environnemental. C'est aussi mettre en place une meilleure gestion des mouillages visiteurs, qui sont quand même pas mal utilisés en été, mais qui n'ont pas l'impact économique qu'ils pourraient avoir sur Plougonvelin. On voudrait aussi étudier la possibilité de créer un emploi saisonnier pour mettre en place en fait une navette qui permettrait aux usagers de rejoindre leur bateau depuis le ponton de Berthaume. Donc c'est quelque chose qui se fait dans d'autres villes et ça permet notamment de renforcer la sécurité à la fois des plaisanciers et des baigneurs puisque ça limite le trafic autour du ponton et donc de la zone de baignade. Et cette personne en plus du coup pourrait collecter les redevances des mouillages visiteurs, ce qui permettrait donc aussi de financer en moins en partie ce service. Et donc en fait tous ces éléments ensemble permettraient justement de refaire de la plage de Berthaume un lieu vraiment dynamique et attractif, que ce soit pour les touristes de passage mais aussi pour les habitants. Merci. Donc voilà nos projets en matière d'économie. Quelques mots sur les aspects financiers de Plougonvelin. C'est vrai qu'on n'a pas fait une campagne autour des finances. Ça n'aurait pas été très agréable. C'est pas pour ça qu'on n'est pas attentif à la gestion financière de la commune. Donc, quelques chiffres. Alors, on est en fin de réunion. On ne va pas faire une analyse financière. Je vais essayer d'être très synthétique. Et surtout de vous rassurer encore une fois sur le fait que ce sujet-là, on le regarde de près et qu'il va accompagner notre programme. On ne veut pas en faire une fin en soi de la finance, mais c'est un accompagnement de l'ensemble de notre programme. Déjà, quand on vous dit Plougonvelin est en déficit, c'est pas possible. C'est un interdit en matière de finances locales. On n'a pas le droit d'être en déficit. On doit dégager un résultat. On appelle ça une épargne brute. Et donc, pour Plougonvelin, on a 6 millions de recettes de fonctionnement et on a 5,2 millions de charges de fonctionnement, ce qui fait une épargne brute de 800 000. Alors, ce qui permet de voir venir. Dans les recettes, on a les impôts, bien sûr. Alors, on n'a pas le projet non plus de faire évoluer les impôts. Ils sont un peu élevés, c'est dû surtout aux taxes sur les résidences secondaires, vous les savez bien. On a des dotations de l'État, alors ça on les maîtrise pas, on est dépendant un peu de l'État, mais c'est une deuxième sorte de ressources, et on a aussi toutes les recettes des services municipaux et les locations de biens communaux. Donc ça, 6 millions d'euros, c'est nos recettes, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est stable, et on ne va pas toucher à la fiscalité. Sur les charges de fonctionnement, 5,2 millions, on a les charges de personnel. Là aussi, elles ne sont pas supérieures à la moyenne des communes de la même taille. Donc, il n'y a pas lieu de réduire le personnel, de ne pas remplacer les départs, par exemple.
on peut maintenir une stabilité du personnel sur Plougonvelin. On a des charges courantes, autrement, les subventions que l'on verse, ça c'est dans les charges. Je reviendrai 2 secondes sur les subventions tout à l'heure, et les intérêts de la dette. On regarde après le poste énergie, il nous semble quand même qu'en matière d'énergie, il y a quelque chose à faire sur les charges de fonctionnement. Donc 800 000 d'épargne brute, avec ça on rembourse le capital des emprunts, ça fait une épargne nette, environ 400 000, et avec l'épargne nette on change de budget, on passe du budget de fonctionnement au budget d'investissement, et là on peut investir. Et une ville, ça doit investir, ça ne doit pas mourir, et donc l'épargne nette, on l'utilise pour investir, et on la complète de subventions, et là ça fait partie du métier notamment de l'adjoint aux finances, d'aller chercher des subventions, de faire des dossiers de subventions. Et puis, il y a du crédit pour compléter les investissements qu'on fait. Alors ensuite, un deuxième interdit, c'est que le crédit finance le budget de fonctionnement. C'est pas possible, le crédit ne finance que de l'investissement et donc finance du patrimoine, de l'immobilier, des travaux, du matériel. Donc quand on parle d'endettement, c'est uniquement face à des dépenses d'investissement. Alors est-ce que la commune est endettée ou pas ? Légèrement supérieure à la moyenne des communes de même taille, mais on est quand même une commune littorale. Ce qui est important de regarder dans l'endettement, c'est la capacité de désendettement. C'est-à-dire qu'on a une épargne longue, et si jamais on arrêtait de faire du crédit, en combien d'années on aurait complètement éteint notre dette? Alors le seuil d'alerte, c'est 15 ans. C'est à peu près la durée moyenne des crédits aux collectivités locales. Il ne faut pas être à 15 ans. À partir de 10-12 ans, on discute et il faut prendre des mesures. Par exemple, vous voyez à la mairie de Paris, dans la campagne aujourd'hui, ils sont à 10 ans. Il y en a qui disent que c'est trop passé, mais on commence à discuter. Nous, on est à 6 ans. On est à un peu moins de 6 ans. Alors, avec les nouveaux crédits en cours sur le début du budget, on est peut-être à un peu plus de 6 ans, mais 6 ans. Alors que 15 ans est la limite haute, qu'à 10 ans, il faut regarder, on est à 6 ans. Donc, on n'a pas de sujet d'endettement, et on pourra, c'est pas pour ça qu'il ne faudra pas être prudent, mais il faudra, on pourra investir, on pourra continuer à mener à bien nos projets. Alors on a aussi souvent parlé de chiffrage des projets pendant cette campagne. Donc les chiffrages, on les a. L'ensemble de nos projets sont chiffrés. Après, comme les dossiers ne sont pas lancés, on n'est pas très très précis, mais on a quelques chiffres sur nos projets. On a peut-être une nouvelle mairie qu'on envisagerait, ce serait inférieur à 1 million d'euros. Le piano bar, c'est de l'ordre de 500 000 euros, pas plus. Le gymnase, c'est déjà fait, il est enclenché pour 1,9 million cette année et 2,4 millions en tout. Le stand, on sait que c'est 100 à 300 000 euros du kilomètre. Vous voyez, on connaît le chiffrage et on est doté d'un logiciel qui nous permet d'avoir l'impact de nos projets chiffrés sur l'ensemble du budget de la commune et pour une durée longue, peut-être même au-delà du mandat. Donc vous voyez, les finances ne sont pas vraiment un enjeu, on les surveille de près. La garantie pour vous, c'est surtout qu'on ait des projets, qu'on les mesure, qu'on les accompagne, des bonnes décisions financières. Et ça, que ce soit Philippe ou l'ensemble de l'équipe, des projets, une vision pour la commune, on l'a. Voilà. Merci. Vous aurez compris au passage que si vous nous donnez vos voix, on aura aux finances quelqu'un de plus que compétent, un très grand banquier. Et je le remercie de nous avoir rejoints parce que c'est vraiment une chance pour une commune comme nous d'avoir quelqu'un comme Pierre. En plus, qui est bientôt à la retraite. Merci. Encore quelques semaines, mais merci. On l'aura tout à l'heure. Je serai plus bon vivant. Alors, pour finir, avez-vous quelques questions? Est-ce que les sous, ça vous inspire plus que deux, trois autres choses? Ah, tout en bas, oui. Alors Pierre, peut-être tu dois... Oui, bonsoir. J'aurais une question concernant la Trésiroise, qui est un sujet qui préoccupe pas mal de gens ici. Depuis l'origine de la création de cette piscine, le coût total a été de 20 millions d'euros, soit environ 5 000 euros par habitant. Comment voyez-vous l'avenir de cette piscine? Peut-être un mot, Philippe, juste avant de te laisser la parole sur ce sujet important. Je n'ai pas parlé des budgets annexes parce que j'ai voulu faire assez court, mais il y a le budget de fonctionnement de la commune et il y a des budgets annexes. Il y en a 4 à Plougonvelin. Il y a Bertom, qui est une société qui est commerciale, publique, mais industrielle et commerciale, qui s'équilibre à peu près. On a la Maison de l'Enfance qui est bien gérée. C'est un projet qui a été plutôt bien mené
et qui est d'un coût de fonctionnement plutôt inférieur à la moyenne de ce genre de maison en France. On a l'espace Kérodi où on est. La commune fait face au léger déficit et ça fonctionne. Et il y a le 4e budget annexe qui est Trésiroise, effectivement, sur lequel, dans les charges de fonctionnement, j'aurais pu le préciser, il y a des dotations exceptionnelles pour venir combler le déficit qui est de pas loin d'1 million d'euros. Mais là, je laisse la parole à Philippe qui connaît très bien aussi. Il me semble que Kérodi a été réintégré au budget de la commune. A été réintégré, d'accord. Okay. Bon, ça a été simplifié. Alors, sur la piscine, voilà, un poème, la piscine. Alors déjà, par rapport au début du mandat, la situation a un petit peu évolué, mais peut-être probablement beaucoup. La piscine, clairement, c'est, en 2024, je crois, qui est peut-être une année un peu forte en dépenses, c'était 900 000 euros, donc c'est un budget énorme. Beaucoup trop pour une petite commune. Ceci dit, elle est là. Mais elle est vieillissante. Elle est aussi menacée par le changement climatique, la montée des eaux, la pression au sous-sol, et elle rend un service public. C'est-à-dire qu'on a besoin d'apprendre à nager à nos enfants. Donc on a un certain nombre d'éléments contradictoires qui nous incitent et à la garder et à s'en débarrasser. Ce que je demande depuis le début du mandat, c'est d'abord de poser sur la table tous les éléments. Si on doit la selon 3 hypothèses, hein, on la garde, on la détruit, et si on la détruit, on reconstruit ou on reconstruit pas. Si on la garde, combien ça nous coûtera de la rénover? Parce que de toute façon, c'est un bâtiment qui a été construit à un quart de siècle. C'est un bâtiment à eau de mer, donc corrosion, etc. Donc il faudra à un moment ou à un autre, même si on choisit de la garder, de réinvestir pas mal d'argent. Est-ce que ce réinvestissement est pérenne à cause, encore une fois, de la montée des eaux? Si on la retrouve régulièrement envahie par l'eau de mer, ça ne va pas le faire. Donc, cette hypothèse-là, s'il faut réinvestir dedans, c'est combien? Est-ce que c'est possible? 2, si on choisit de dire on l'arrête parce que c'est plus possible, combien ça coûterait de la détruire ou est-ce qu'on peut la réutiliser? Et parce que j'ai dit qu'il nous fallait absolument garantir le service public de l'enseignement, de l'apprentissage de la nage à nos enfants, et aussi pour le sport aquatique, il a le mérite d'être moins traumatisant pour les articulations et autres, donc ça c'est aussi un intérêt. Donc si on veut conserver ces services-là, où est-ce qu'on les rend? Alors on peut décider à nouveau tout seul de reconstruire une piscine, en espérant la reconstruire cette fois-ci au bon endroit avec une technologie moins coûteuse, ou depuis à peu près 1 an, on regarde du côté de Saint-Renan, on s'aperçoit que nos voisins de Saint-Renan ont eux aussi un gros problème de piscine. Et tout d'un coup, si on a 2 piscines très importantes de l'Iroise qui en même temps ont des signes de défaillance, ça signifie que ça devient probablement un problème communautaire. Et là, ça change complètement la donne. Donc, pour ce qui est plutôt de notre choix, ce serait vraiment de voir à quelle échéance Saint-Renan ferme. Probablement, eux, ce sera très rapide. À quelle échéance, nous, on peut fermer et d'entamer direct la discussion sur la possibilité d'une piscine communautaire. Ça, c'est ce qui me paraîtrait le plus raisonnable. Maintenant, j'entends bien que certains d'entre vous sont attachés à cette piscine. Et dans ce cas-là, on est en train d'entrer dans le cas où le référendum local peut parfaitement trancher les choses. Mais à condition que chacun d'entre nous ait tous les éléments. Combien ça coûte si on doit la réinvestir dedans? Est-ce que ce serait pérenne? Combien ça coûte si on la reconstruit tout seul? Combien ça coûte si on y va avec la CCPI, en sachant que la CCPI ne la mettrait pas forcément à plus bon plat? Et c'est cette démarche-là qui me semble la meilleure. Parce que même si j'ai eu une opinion qui a évolué un petit peu, j'étais plutôt il y a 6 ans pour la conserver, aujourd'hui je ne crois même pas qu'on puisse, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est vraiment un sujet où le débat doit être public, concerté, avec tous les éléments sur la table. Est-ce que je regrette, j'en veux peut-être un peu à Bertrand Audrin là-dessus,
c'est qu'il était dans une position où lui pouvait le faire, parce qu'il n'était plus engagé dans la politique de Plougonvelin, puisqu'il s'en allait, et il aurait pu, et je lui avais demandé de lancer ce débat. Bon, il n'a pas souhaité le faire, ok, c'est son choix, mais c'est dommage parce qu'on avait là l'occasion d'avoir un maire qui pouvait l'organiser avec tous les moyens de la commune, l'organiser de façon neutre, non passionnelle, parce que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, hein, aussi bien dans le rejet que dans l'adhésion à cette piscine. Là, c'est des choses où les Gombinois montent assez vite en tension. Et donc, je regrette que ce débat n'ait pas eu lieu. En tout cas, nous, c'est vraiment un sujet sur lequel on va aller, hein, si vous me donnez votre accord. On ira et on posera tous les éléments sur la table. On verra la position de la CCPI à terme, mais quoi qu'il arrive, que la CCPI veuille y aller ou pas, c'est vous qui déciderez parce que nous vous demandons de décider. Et ce ne sera pas simple. Hein. Je sens que le débat risque d'être passionné. Voilà, il y a des questions. Oui, alors on a une question ici. C'est... Ici d'abord. Le micro, oui. Voilà, c'est mieux. Isabelle Collin, secteur de Kervézenoc. Je voulais poser une question, sachant que la petite vidéo a été tournée sur le forum du Trésir. J'ai été frappée par son mauvais état. Je trouve que c'est négligé, c'est mal entretenu. Sauf erreur de ma part, ça appartient à la résidence de l'Océan. La municipalité l'utilise pour le marché du dimanche. Par ailleurs, je crois savoir que la municipalité a préempté et acquis 2 places de parking aérien rue des Mouettes. Pourquoi faire? Quelle est la position de votre équipe à l'égard du forum? Merci. Alors déjà, j'aimerais bien que le forum redevienne public, puisque c'est un espace qu'on utilise vraiment de façon publique. Mais maintenant, il faut que la copropriété en soit d'accord. Ça permettrait sans doute de lui redonner un peu de fraîcheur. Ah, tuc-tuc. Voilà. Après, sur l'aspect des commerces, c'est privé. Donc on peut éventuellement, hein, si Pierre nous laisse quelques sous, être incitatif. Après tout, un coup de peinture, ça se subventionne. Oui? Non. Ah oui, c'est l'espace. Ben, si la copropriété est prête à le céder, il est évident que ça doit redevenir public. Quoi. Enfin, je comprends. Je ne sais pas quelle est l'histoire, hein, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu le garder, mais c'est utilisé largement comme si c'était un espace public. Et je pense que la plupart des gens ne savaient pas que c'est un espace privé. Donc ça doit être entretenu par la commune. Ça simplifiera aussi les relations avec les marchés. Et puis pour les parkings, alors je comprends bien l'intérêt de la commune à les récupérer, mais sauf simplement les appartements au début, ils ont été vendus avec parking. Et donc c'est un peu compliqué aussi pour les copropriétaires. Donc là, à voir. Je ne suis pas tranché. C'est à propos de la mairie. Je voulais savoir quelle était l'intention du conseil pour la mairie, la nouvelle mairie. Vous parlez d'une nouvelle mairie. Oui. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nouvelle mairie? Je ne sais pas si vous avez déjà visité l'actuelle. Non, elle est belle cette mairie. Ah non, mais j'ai pas dit qu'elle était pas belle. Le bâtiment est beau, il faut le garder. Oui, non, on ne peut pas le raser. Non, il faut le garder. Et puis il faut peut-être rénover justement l'intérieur, parce que l'intérieur, moi j'y suis allée souvent, les mairies, c'est vieillot, d'accord, mais le bâtiment lui-même, il est quand même bien, ce bâtiment. C'est pire que vieillot. Enfin, là, j'ai été déposer mes bulletins pour les élections à Madame Mendy, mais elle travaille dans des conditions indignes. Enfin, il faut rénover. Mais non, on ne peut pas rénover. Enfin, non. Non, c'est pas possible. Et comment vous montez aux étages quand vous êtes handicapé? En fait, il y a 2 salles accessibles pour... les gens descendent. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que cette mairie, ça serait dommage elle est belle. Non, mais l'idée, c'est bel et bien de la conserver. Non, c'est le bâtiment d'à côté, en fait. L'idée, c'est de prendre la maison d'association actuelle, qui est une néo-bretonne, oui, parmi les néo-bretonnes. Ce bâtiment n'a rien de particulier, simplement, il est utilisé par les associations aujourd'hui.
Mais c'est assez biscornu aussi, quoi, et c'est pas du tout PMR non plus. Excusez-moi, c'est celle qui est à côté de la cabane à don? Oui, c'est ça, celle de la cabane à don. Et donc l'idée, ce serait de la remplacer par un vrai bâtiment à peu près avec la même surface, mais sur 3 niveaux. En plus, il y aurait 2 niveaux. Un premier niveau au niveau du parking qui est de plein pied, le premier étage qui est aussi de plein pied du côté de la cabane à don. Donc en termes d'accès, c'est parfait. Ce serait un bâtiment vraiment conçu pour être administratif, donc en termes de gain d'espace par rapport à ce qui était aujourd'hui, ce sera optimal. S'il faut mettre un ascenseur, il n'y aura pas de problème pour avoir un ascenseur. Et donc la partie administrative de la nouvelle mairie serait là. Et l'ancienne mairie, on la rénoverait dans un deuxième temps, avec, alors, ce serait de la place libérée d'ailleurs, parce que je pense que il y aurait plus de place avec le nouveau bâtiment que ce qu'on a actuellement, et on verrait ce qu'on met dedans. Aujourd'hui, par exemple, si vous devez rajouter des services supplémentaires à la commune, on parle des services, les services d'État, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour faire ses impôts, etc. Oui, France Service. Vous les casez où? Alors, on peut toujours trouver un endroit ailleurs, mais c'est quand même mieux si c'est dans la mairie. Là, nos policiers municipaux, ils sont sous les toits. Ce serait mieux s'ils avaient pignon sur rue pour aller les voir. Voilà, il y a plein de choses qui pourraient être ajoutées si on libère de l'espace. Il y a une dernière chose aussi qui me chagrine beaucoup. Aujourd'hui, les conseils municipaux sont faits à Kérodie. Alors, il y a la place, ça c'est génial. Mais du point de vue symbolique de la République, ça m'embête quand même beaucoup. C'est pas une salle du conseil. Même chose, les mariages, on a une salle des mariages, mais c'est pas... Voilà, donc il faudrait un espace supplémentaire qui ferait la jonction entre le nouveau bâtiment, l'ancienne mairie qui serait rénovée dans un deuxième temps, et tout ça. Et l'espace, physiquement, le terrain, on l'a, donc on ne mange pas plus d'espace, on garde notre jardin partagé, parce que je trouve que c'est assez marrant, enfin, j'aime bien l'idée d'avoir un jardin là, en plein milieu du bourg. La cabane à don... en ce moment, j'ai entendu qu'il avait besoin de quelques réparations. Pareil, elle est vraiment très utile. Donc on peut réfléchir à son évolution, mais on la conserve. Et puis en plus, une histoire de petit square derrière la mairie. Voilà, là, il y a vraiment quelque chose, alors qui coûte un peu d'argent, hein, c'est probablement de l'ordre d'1 million d'euros hors rénovation de l'ancienne mairie. Mais vraiment, il y a un vrai besoin fonctionnel. Enfin, c'est pas possible de travailler là-dedans. En plus, c'est un vieux bâtiment, il est mal isolé. Ça coûte une fortune de le chauffer parce que ça chauffe pas bien. Et puis on parlait tout à l'heure de mettre des panneaux solaires. Effectivement, sur la mairie actuelle, il n'y a aucune chance de mettre des panneaux solaires. Par contre, le nouveau bâtiment peut parfaitement être au minimum bien isolé, peut-être à énergie positive. Dans ce cas-là, l'investissement qu'on ferait dans ce nouveau bâtiment, en plus, ce serait des réductions de coûts de fonctionnement ultérieurs. Et si on fait ça aussi, il y a la possibilité de gagner quelques places de parking minutes. Aujourd'hui, on peut se garer à l'intérieur devant la cabane à don, mais ce n'est pas fait pour ça. Là, j'imagine qu'on doit pouvoir gagner 2 ou 3 places en plus. Donc il y a plein d'intérêts, enfin il y a un besoin de départ, hein. Vraiment, on ne peut pas travailler là-dedans, c'est pas digne, c'est tout simplement pas digne. Leur demander leur avis sur comment ils voient la nouvelle... Ah, s'ils veulent ou pas. Est-ce que je pense qu'une concertation, oui. Est-ce qu'il y a besoin de faire un référendum là-dessus? Je ne suis pas sûr. Mais oui, dans tous les cas, une concertation, ça oui. De base, oui. Puisque c'est quand même c'est la mairie de chacun, hein, quelque part. C'est certes pour améliorer les conditions de travail des agents, mais c'est aussi la mairie de chacun. Et c'est aussi un lieu aussi qui doit faciliter un lieu pour les associations. Puisque c'est pas parce qu'on fait une nouvelle mairie que là où ils sont actuellement, ils sont virés. Donc il faut leur redonner de la place, mais ce sera beaucoup plus facile. Il y a fut un temps, hein, enfin il y avait plusieurs projets possibles. Hein, il y avait d'ailleurs possiblement en faire une toute neuve sur le parking derrière à Kérodie. J'avais évoqué l'idée d'en faire une du côté du stade en piquant un peu de la place sur une partie de la route qui est un peu en doublon. Et puis il y avait d'en faire une du côté de Parc Anilis. Mais le plus raisonnable en termes de coût
d'impact, de facilité, c'est de prolonger la mairie actuelle, donc de garder ce bâtiment, de lui adjoindre un bâtiment administratif avec du style, hein, on garderait apparemment breton pour que ça reste dans ce goût-là, et puis de faire le lien avec une salle du conseil au milieu entre les deux bâtiments. Mais ça se discutera comme le reste, oui. Et surtout, là, on resterait dans des budgets acceptables. C'est pas pharaon. Et ça rendrait vraiment, ça faciliterait vraiment la vie. D'autant plus que la commune grandit. Hein. Donc on a vraiment besoin à l'avenir de plus de services. Nous, on souhaite rester sous 5000 habitants, mais même à un peu moins de 5000 habitants, on a besoin de plus de services. Voilà, il y a quelques années, par exemple, la Poste a été... on a supprimé le bureau de poste, on a demandé à l'univers de prendre le relais. Bon, ils ont pris le relais très bien, mais si tout le monde avait dit non, on la mettait où? On n'avait pas de bâtiment pour accueillir la Poste. Parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, donc il y a plein de raisons en termes de services publics, en termes de qualité à donner à nos agents, à faire un nouveau bâtiment fonctionnel, pas pharaonique. Voilà, ça a sonné, je crois, tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une dernière question. Ah, Le micro arrive. Bonjour, Joël Le Person. J'ai une question pour Berthom et Le Trézir. On part du principe qu'à l'époque, c'était vraiment Le Trézir qui était la station balnéaire de Plougonvelin et Berthom un peu la plage un peu tranquille, là où les locaux allaient. J'ai cru entendre que vous comptiez un peu plus encore dynamiser Berthom, alors que c'est vraiment devenu un endroit qui est devenu très touristique, où ça devient même compliqué d'accéder l'été. C'est bien votre version, vous maintenez que vous comptez vraiment dynamiser à la fois Berthom et Le Trézir, plutôt que privilégier une seule des deux plages et une autre beaucoup plus tranquille. Donc, ce qu'il y a de particulier à Berthom, c'est que c'est là où on peut accueillir les bateaux. C'est là où est la cale, c'est là où on les met à l'eau, c'est là où il y a la pub. Donc c'est à cet endroit-là où il y a une part de cette activité qui se fait. C'est pas que je ne veux pas la mettre au Trézir, c'est qu'au Trézir, aujourd'hui, c'est tout simplement pas possible. Donc, et par contre, on souhaite développer plus l'arrivée de touristes qui viennent par la mer, et donc ils arriveraient forcément par là. C'est vrai que moi, quand j'allais avec mes filles, c'était la plage familiale de Berthom. Aujourd'hui, ça a changé. Mais c'est pas qu'on veuille virer les Plougonvinois, hein. J'aime toujours cette plage. C'est simplement qu'on veut développer la partie économie nautique, et ça ne peut se faire que là. Alors, à moins que vous ayez envie de faire un ponton sur le Trézir, là, c'est pas gagné du tout. Et puis, oui, et en plus, en termes de commerce, c'est pas un village. Hein. On souhaite retrouver un endroit pour manger. Aujourd'hui, le jet ski, je ne suis pas sûr qu'il revienne. On a Randomer qui veut toujours être là. Si on peut avoir une ou deux activités de plus, ce serait bien, mais ce serait suffisant. Peut-être aussi aider le camping à se relancer un peu. C'est un petit peu vieillissant, on s'endormit. Voilà. Mais c'est pas Ibiza qu'on veut faire. Non. J'espère avoir répondu à votre question. Merci à tous. Tout à fait. Donc nous arrivons déjà à la fin de nos 5 séances. Avant de quitter cette salle pour rejoindre le hall et manger quelques crêpes, est-ce que tu veux dire quelques mots? Je crois que oui, il faut que je finisse par un petit discours. Je crois que c'est obligatoire. J'ai promis d'être relativement court, mais ça reste un petit discours de clôture. Donc nous arrivons maintenant à la toute dernière séquence de la réunion. Ce sera aussi la dernière de la campagne, en ce qui nous concerne. C'est le moment de vous dire merci. Vous êtes venus ce soir en semaine, donc ça nous fait plaisir. Donc on s'est engagé pour vous. Donc, vous répondez présent, c'est très bien. Et je pense aussi à ceux qui, derrière l'écran, nous regardent aussi par Facebook. Alors dans les remerciements, c'est aussi l'occasion pour moi de dire un grand merci à toute l'équipe. Vraiment, ils m'ont vraiment aidé pendant tous ces mois. Alors par équipe, j'entends naturellement mes colistiers,
mais aussi tous nos soutiens de la première heure, ceux qui nous ont encouragés, aidés dans l'ombre, ceux qui ont apporté leurs compétences, ceux qui ont apporté leurs conseils, leur temps. Donc, je pense entre autres à Jean-Pierre, qui est venu le week-end dernier pour nous aider à monter une partie des vidéos, vous avez vu là, à Guillaume ce soir, qui est content d'être dans le noir, c'est un grand timide, donc il est à la régie. Merci aussi au personnel de Kérodi, ou encore à Vanessa, qui, pendant cette campagne, aurait été un peu partout, parce que c'est elle qui a fait la com. Et sans tous ces soutiens, je vous assure que l'aventure a pu s'arrêter plus d'une fois. En tout cas, depuis 6 ans, j'ai travaillé en tant qu'élu de l'opposition pour vous informer et contrôler l'action de la majorité sortante. Depuis plusieurs mois, toute l'équipe travaille sur un projet pour Plougomblin. Un projet qu'on juge vraiment différent. Un projet qui se veut à la fois conservateur dans ce qui fait le bien vivre dans notre commune, mais aussi surtout capable d'anticiper et d'accompagner toutes les ruptures de notre époque, de nous protéger autant que faire se peut des menaces qui nous entourent. Et elles sont, hélas, nombreuses. Avec ce projet, nous voulons régénérer les méthodes démocratiques. Pour le construire, nous avons utilisé des outils utiles à la démocratie locale. J'ai conclu de mon premier mandat que pour qu'une commune fonctionne correctement, il fallait, que les citoyens puissent individuellement et librement remonter les problèmes aux élus. Ça, c'était la première condition. Mais encore faut-il que ces élus soient capables de transformer ces problèmes en solutions administratives. Et enfin, il faut aussi que ces élus puissent s'appuyer sur des associations pour trouver les compétences qu'ils n'ont pas par eux-mêmes et aussi affiner et mettre en œuvre ces solutions. C'est vraiment l'ensemble qui fait que ça marche. Et c'est la démarche que nous avons eue. À partir de nos expériences respectives, et elles sont variées, à travers les enquêtes que nous avons menées, suite aux réunions publiques thématiques, ou encore aux réunions avec les associations que nous avons eues bien en amont de la campagne, nous avons pu comprendre en profondeur quelle était la situation de notre commune. Grâce au travail en commun et aux outils modernes, nous avons pu aller très loin dans le diagnostic et la construction de solutions. Nous avons voulu produire un travail qui est à la fois rigoureux, sérieux, responsable sur le fond, plutôt que de nous lancer sans vision dans un casting qui aurait été certes plus simple, plus vendeur, mais infiniment moins utile à la population in fine. Ce travail, je crois, a abouti à une vision pour les 2 décennies à venir. On n'a pas travaillé simplement pour les mois qui viennent. Alors même si c'est compliqué, cette vision, on a essayé de la synthétiser et de la formuler en 3 gros points. Premier point, nous pensons profondément que la démocratie doit rester au cœur de notre organisation politique. Et ne croyez pas que c'est évident de notre jour. C'est absolument pas le cas. La République, à tous les étages, a été abîmée par des pratiques qui n'ont rien de démocratique. Et ne croyez pas non plus que notre commune soit immunisée contre cela. Pour répondre à ce point, nous voulons ouvrir plus souvent les commissions municipales aux citoyens non élus. Nous voulons créer une instance consultative des sages, on en a parlé. J'espère quand même trouver les sages de la commune, même si on a un peu de mal à définir ce que c'est qu'un sage. Avec l'évolution du Conseil jeune, nous voulons aussi créer les conditions de l'apprentissage de la citoyenneté pour nos jeunes. Il ne suffit pas d'avoir 18 ans pour être citoyen. Cela s'apprend et surtout cela se pratique même avant de pouvoir voter. Et nous voulons remettre au jour donc un vieil outil en le modernisant, notre fameux cahier de doléances, pour que ce lien entre les citoyens et les élus soit fluide et public. La transparence est une des conditions nécessaires à un fonctionnement correct d'une commune. Deuxième point, nous pensons que pour préparer l'avenir, vaincre les menaces, nous devrons beaucoup mieux protéger notre territoire et nous appuyer sur notre culture et notre patrimoine. C'est leur transmission qui doit donner un sens à l'action politique. C'est bien parce que nous avons quelque chose à transmettre à nos enfants que nous trouvons l'énergie de préserver ce qui nous tient à cœur et que nous trouvons l'énergie de mener une politique communale qui garantit que notre bien-être, bien vivre d'aujourd'hui
sera aussi leur bien-vivre demain. Cette promesse de futur passe par l'adaptation de nos infrastructures, des choix d'urbanisme qui anticipent les impacts du changement climatique dans les 20 prochaines années, des conditions socio-économiques qui permettent à l'économie locale de s'adapter à un monde en profond bouleversement. Enfin, dernier point, plus prosaïque mais quand même, c'est faire en sorte que la commune réponde correctement à nos 1001 besoins du quotidien pour préserver notre qualité de vie. Il faut qu'elle soit attentive aussi bien à l'insécurité ressentie à cause d'une ampoule cassée, au désagrément d'une poubelle qui déborde ou qui est absente, aux difficultés de partage de l'espace public qui génèrent tant d'irritations, voire des conflits d'usage totalement inutiles et surtout évitables. Je vous l'ai dit tout à l'heure, réapprenons le dialogue. Nous sommes là pour vous aider à cela, pour nous aider tous à cela. Nous devons individuellement et collectivement, à travers la présence de référents de quartier ou du comité communal d'action sociale, être plus attentifs à l'isolement généré par une société très connectée au monde entier, mais pas à nos voisins. Une municipalité n'est pas juste une administration froide, numérique. Elle doit être humaine, elle doit être sensible. Nous voulons une commune qui écoute, nous voulons une commune qui protège, nous voulons une commune qui agit. Mais une commune ne se transforme jamais avec un seul maire. Elle se transforme avec une équipe. Regardez autour de vous ce soir. Cette équipe, elle est là. Elle est prête. Et surtout, elle aime profondément notre commune. Nous vous avons présenté ce soir notre vision. Pour mettre en œuvre cette vision, notre équipe réunit des profils de très grande qualité, mais comme je l'ai dit, pour réaliser tout ce que nous pensons nécessaire, il nous faudra aussi avoir le recours des associations et vos voix dimanche. Dimanche, les citoyens de Plougonvelin auront un choix simple à faire, continuer comme avant, ou ouvrir un nouveau chapitre pour notre commune. Un chapitre où la démocratie respire à nouveau, où nous protégerons vraiment notre territoire et notre bien-vivre, où la municipalité redevient attentive à chacun. Si vous pensez, comme nous, que Plougonvelin mérite cette nouvelle énergie, alors dimanche, une seule question se posera à Plougonvelin. Et je pense que vous la connaissez, vous connaissez la réponse. Cap ou pas cap ? Les voix s'élèvent contre les verrous. Du vent marin souffle l'espoir fou. Plougonvelin veut changer le monde, c'est nous. Rendez-vous dans le hall d'accueil. Le verre de l'amitié et quelques crêpes qui nous attendent déjà là-bas. Merci à tous. C'est bon ? Super. Merci beaucoup. Donc il y a juste à appuyer. Terminé. Au spectateur, voilà. Voilà, c'est terminé.